Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus à la Bibliothèque Fusain. La nouvelle équipe de la bibliothèque, Céline Robert et moi-même, sommes très heureuses de vous accueillir à l'occasion de cette nouvelle saison des rencontres proto-philo. Nous avons l'immense honneur, pour cette première, d'accueillir Guy Félix Duportail. Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris 1, responsable du séminaire Philosophie et Psychanalyse. Et vous avez publié cette année un ouvrage intitulé Du réel et qui est paru chez Hermann. Il sera question de cet ouvrage ce soir. Face à vous, deux interlocuteurs, Raphaël Erzam, maître de conférence à l'Université Paris 4 et auteur d'un ouvrage publié chez Vrin en 2016, Kant et le problème du langage chez Kant. Bernard Passavi, vous êtes comédien et doctorant à l'Université Paris 1. Vous préparez une thèse intitulée « Une antichambre de la psychanalyse sous la direction de Guy Félix Duportail ». Raphaël Erzam et Bernard Passavi interviendront tour à tour et Guy Félix Duportail prendra la parole pour, après chaque intervention des intervenants. Ensuite, après l'intervention de Guy Félix Duportail, vous aurez la possibilité de poser vos questions. Et ensuite, vous êtes tous conviés à un petit apéritif convivial à l'arrière de la bibliothèque. N'hésitez pas à consulter les ouvrages qui sont à votre disposition et qui ont été mis pour vous, qui sont en relation avec le thème du jour. Sans plus attendre, je laisse la parole à Bernard Passavi. Merci à vous. Bien, donc il s'agit de parler du réel, donc de ce livre que l'on vient de vous présenter, de Guy Félix Duportail. Avant d'entrer dans une proximité que j'espère la plus étroite possible avec l'ouvrage de Guy Félix, avant donc de tenter de cerner l'articulation qu'il nous propose entre la psychanalyse et la philosophie via une déclinaison à la fois libre et virtuose du réel, là je viens de citer Jocelyn Benoît dans la postface qu'il consacre à l'ouvrage, je souhaiterais, afin de souligner l'engagement ô combien riche, le dépassement permanent et délibéré d'une pensée qui s'inscrit en conscience dans le tourbillon d'une théorie vivante, évoquer ce que je me permets de nommer, peut-être abusivement, puisque Guy Félix est le plus à même d'en parler, la genèse de cet ouvrage. En effet, pour qui a assisté à l'intervention de Quentin Meillassoux le 23 mai 2015, mais très précis, à propos du coup de dé de Mallarmé, lequel prône un culte du néant pouvant s'entendre comme nouvelle religion, et nouvelle religion au sens fort du terme, s'ouvrant sur un monde qui ne peut être alors qu'une fiction, et à celle de Guy Félix, le 28 mai 2016, à propos de la catégorie du réel en psychanalyse, intervention dans laquelle est déjà contenue pratiquement toute la partie psychanalytique de cet ouvrage, il nous apparaît que du réel devient la résultante d'un échange, d'une mise en relation, d'un dialogue entre un porteur du néo-réalisme spéculatif et Guy Félix, dont l'engagement universitaire et humain le conduit à interroger sans cesse cette porosité qu'il a découverte entre la psychanalyse et la philosophie. À la suite de ce constat, il me semble important, et je dirais même très important, de louer les échanges et les discussions qui prennent corps dans le cadre du séminaire Philosophie et Psychanalyse qu'organise Guy Félix, là où l'échange verbal pourrait s'apparenter, et là je cite donc Guy Félix, page 9 du réel, donc là où l'échange verbal pourrait s'apparenter à cette prise de parole dans un amphithéâtre lors d'une assemblée générale, dans le feu roulant de la discussion, lorsque se rejoue la scène primitive des révolutions, quand les nouvelles institutions sont encore naissances et que les anciennes sont mises sous époquées.
Alors, bon, c'est quand même le terme d'époqué qui m'a intéressé dans cette citation, à savoir que dans l'époqué, cet arrêt et cette mise en suspens de ce qui a été organisé préalablement, eh bien, les rapports que l'on peut supposer entre psychanalyse et philosophie vont peut-être changer de statut, peut-être dans les années à venir. Donc, comme on l'a compris, c'est bien à partir d'un investissement, d'un travail scrupuleux et approfondi visant l'approche du réel, que l'interaction, voire l'interdépendance entre philosophie et psychanalyse sera à même de dégager toute la force de l'intrication qui lie l'une et l'autre. Pour en venir à l'approche du réel que nous propose Guy Félix, je tenterai de rappeler les principales articulations sur lesquelles il s'appuie pour signifier que le réel, c'est bien, comme il l'indique, page 67, l'impossible à supporter dans la clinique, la chose impossible à retrouver dans la psychologie freudienne, l'impossible exigé en éthique, l'impossible à écrire en logique, l'impossible à rencontrer dans l'existence, l'impossible à imaginer dans un fantasme, l'impossible à anticiper selon des lois physiques ou des calculs, et l'impossible étant dans une ontologie. Il m'a semblé intéressant d'entrer dans le vif du sujet par le biais de cette énumération qui concerne un impossible que l'on retrouve là dans cette énumération, à la fois dans le champ psychanalytique et dans le champ philosophique. Donc, dans un premier temps, nous considérerons l'évolution de la pensée de Lacan comme source et support d'une approche du réel, ou pour le dire autrement, une approche du réel à partir du filtre de la psychanalyse lacanienne. Il serait bien sûr erroné de supposer que l'élaboration du nœud borroméen ait été pensée d'emblée avec ces trois dimensions par Lacan. Ce n'est qu'après avoir été interpellé par le constat que l'imaginaire et le symbolique étaient des choses si étrangères que la dimension du réel s'est imposée à Lacan, animée par le souci d'un retour à Freud à partir d'une quête d'objectivité impliquant la restauration de l'expérience analytique freudienne à travers toutes les interrogations suscitées par le transfert et évoquées dans le séminaire 8. C'est donc à partir de ce constat que Lacan pourra dire plus tard qu'il a inventé. Mais, alors je cite Lacan, donc dans le séminaire 23, le symptôme, mais dans ce que j'appelle le réel, j'ai inventé, parce que cela s'est imposé à moi. Cette invention de Lacan va au-delà d'un élément supplémentaire qui articulerait l'imaginaire et le symbolique. Le nœud borroméen devient un signe, désormais à considérer à partir de sa calligraphie. L'invention lacanienne devient une écriture qui permet de présenter la réalité psychique de Freud à partir de la transcription du nœud borroméen. Je cite Guy Félix, « Lacan n'invente donc pas le réel comme tel, mais l'art de l'écrire. Ainsi, la réalité psychique de Freud s'est faite expression écrite du réel, une expression écrite traductrice de la réalité. » Alors là, on arrive, si j'ose dire, au nœud très important de l'ouvrage. Le moment de l'apparition de la distinction lacanienne entre la réalité et le réel devient un moment charnière à partir duquel le sujet, mot qu'utilise Lacan, va revêtir un autre statut et émergera en tant que sujet du signifiant ou encore sujet de l'inconscient. La corrélation entre le sujet et son extériorité n'est donc plus à penser en termes phénoménologiques, mais à partir d'une mise en rapport entre une réalité qu'il sera nécessaire d'explorer en utilisant des instruments dont il faudra appréhender la pertinence, et un réel qui devient un lieu perdu, mais duquel émergent des bouts, des morceaux de signifiants qui attestent de par leur émergence lacunaire de l'impossible. À ce moment de l'analyse, je me permets une digression et j'ose donc un rapprochement entre l'articulation
réalité réelle et l'articulation conscient-inconscient. Si je me permets ce rapprochement, c'est qu'il m'apparaît qu'il existe une homologie de structure entre ces deux couples de rapports. Ils s'articulent l'un comme l'autre sur des fondements qui relèvent de l'impossible à appréhender et dont les résurgences émergent dans une chaîne de signifiants lacunaires attestant de cet impossible. Cependant, lorsque Lacan affirme que l'inconscient est structuré comme un langage, il introduit dans cet impossible une notion concernant un ordre hypothétique qui s'organiserait selon la structure même du dit langage et dont il resterait à préciser les modalités d'agencement. Si l'on considère l'affirmation de Lacan comme vraie, à partir de ce constat, le déchiffrage interprétatif de l'inconscient serait concerné par une investigation qui aurait à tenir compte d'un ordonnancement, alors que le déchiffrage interprétatif de la réalité aurait à considérer que les entrelacs lacunaires, ces plages vides de la chaîne signifiante proposée par cette dernière, sont en rapport avec une expression du hasard, l'acuité. À partir de cette différenciation, il nous est donc permis de rejoindre la conclusion de Guy Félix, à savoir que le réel est sans loi et que, par suite, il est à nouveau bien difficile de concevoir une science du réel. Je viens de citer Guy Félix, page 61. Nous voyons donc à partir de cette investigation qu'il devient nécessaire de découvrir quels instruments pourraient être les mieux appropriés pour décrypter la chaîne signifiante proposée par la réalité. Dans ce deuxième temps, nous essaierons de considérer les pistes essentielles que nous livre l'auteur, donc les instruments proposés et mis en place par Lacan. Si j'utilise le terme d'instrument, bien qu'il soit très réducteur, et j'en conviens parfaitement, c'est qu'il nous semble bien adapté à une démarche consistant à extraire du champ épistémologique une compréhension de l'utilisation des mathématiques par Lacan. Quoi de mieux alors que de citer l'auteur ? Le propre de la topologie lacanienne, c'est en effet d'admettre que nous sommes pris dans un espace de relations littérales, spatialité dont nous sommes les sujets et non les maîtres, de sorte que nous ne la contemplons pas de haut, dans une position de surplomb propre à la pensée spéculative, mais que nous y sommes pris comme dans un tourbillon. L'usage des mathématiques serait alors celui d'une parole parlante, parole non instituée mais instituante, avec tous les risques d'équivocité et de rupture de consensus que cela comporte. Guy Félix, page 42. Ainsi, donc, l'usage des mathématiques comme constituant d'une science ne s'applique pas à la psychanalyse qui se donne le droit de dire qu'elle n'est pas une science mathématique, au sens où elle ne s'organise pas selon une mathématisation qui serait le seul critère retenu pour identifier la scientificité des énoncés. C'est Guy Félix aussi, page 41, je viens de le citer. Les mathèmes lacaniens, comme nous l'avons déjà énoncé, sont à considérer dans la psychanalyse lacanienne comme les éléments d'une écriture propre, qui se structure, s'institue à partir de signes qui s'enrichiront au fur et à mesure de l'évolution de la pensée de Lacan. Ainsi considérée, la psychanalyse ne pourra s'entendre comme science mathématique du sujet. Une autre parenthèse, il est à noter que Patrick Guillaumard, qui est le président de la Société psychanalytique française, semble aller dans ce sens, en constatant que par rapport à la place qu'ils occupent, l'importance qu'ils prennent, les éléments mathématiques ne constituent pas le socle sur lequel repose la psychanalyse lacanienne, et que par conséquent, la mathématisation ne fait pas partie du souhait, du désir de Lacan. Lorsque Guy Félix utilise le terme de relation littérale pour caractériser l'espace de la psychanalyse lacanienne, il débouche sur la notion de grammaire, et plus précisément sur la notion de grammaire chez Wittgenstein. L'écriture topologique chez Lacan, à l'instar de la forme logique des propositions chez Wittgenstein, là je cite Guy Félix, aurait donc une fonction de monstration,
tout comme dans le Tractatus logico-philosophique, où ce qu'il ne peut être dit dans le langage de la logique se montre dans la forme logique invisible dans le langage ordinaire. Page 48. Sans doute faut-il entendre dans l'expression écriture topologique, non pas uniquement l'agencement de signes qui n'aurait pour fonction que de délivrer un sens, mais aussi et surtout de voir ce qui se montre, à savoir la structure matricielle qui sous-tend l'organisation de ce que Frege nomme le pensée. Nous sommes dans un espace où l'attention se porte plus sur le pensée, sur une forme essentielle, plus que sur un contenu qui concernerait dans ce cas la pensée. Nous sommes dans des espaces ontologiquement différents. Entre le pensée et la pensée, nous sommes donc dans deux ontologies totalement différentes. Or, l'auteur nous signifie aussi que dans la topologie lacanienne, il existe une possibilité supplémentaire que ne proposerait pas directement la grammaire de Wittgenstein à l'époque du Tractatus, à savoir qu'à ce signe, puisque nous le considérons comme tel, à ce signe donc qu'est le nœud borroméen, il est possible d'accrocher, d'accoler des signifiants. Nous retrouvons le réel comme signifiant accolé au nœud borroméen. Il devient alors possible de constater que, de par la place qu'il occupe dans la topologie lacanienne, et plus précisément dans le rapport qu'il entretient avec le nœud borroméen, le réel devient, selon la formule de l'auteur, un expulsé du sens, qui est aussi un impossible à nommer. Pour dépasser l'aporie du réel, qui consisterait à surmonter l'impossibilité à nommer l'innommable, à différencier le réel, le symbolique et l'imaginaire en même temps, à ne pas le différencier, à ne pas les différencier, Lacan va introduire un quatrième élément qui permettra de les lier tout en les disjoignant. Ce quatrième élément sera un trou qui concerne la nomination, puisque c'est par son existence que le réel pourra être nommé. Pour reprendre la référence à Frege, c'est ce quatrième élément qui permettra, pour utiliser le vocabulaire de Wittgenstein, la monstration de la structure matricielle du pensée à partir de la structure nodale tridimensionnelle. Le réel en psychanalyse s'inscrit donc au cœur d'un impossible qui place le sujet de l'inconscient dans un champ anormatif, là où il ne peut être ni l'objet de la science, ni le participant d'une quelconque épistémologie. La démarche clinique se voit donc assignée à mettre en place une pratique qui retrouve son fondement dans une grammaire gardienne de la réalité, donnant accès au sujet de l'inconscient. Dans un troisième temps, dans une mise en perspective du réel analytique et du réalisme philosophique proposé par Guy Félix, nous essaierons d'approcher l'articulation entre philosophie et psychanalyse à partir du cogito envisagé à travers le prisme du temps logique proposé par Lacan. Et c'est à partir des émergences livrées par le déroulé du temps logique, ce séquençage articulant le moment de voir, le moment de comprendre et le moment de conclure dans une chronologie, qu'apparaît une fracture. On s'aperçoit ici qu'une lecture du cogito à la lumière du temps, je cite Guy Félix, on s'aperçoit ici qu'une lecture du cogito à la lumière du temps logique est possible, car il y a bien passage d'un « je pense » à un « je suis », dans les trois moments successifs de la vision, de la compréhension et de la conclusion. Lecture précieuse puisque la fonction temps réalise la conjonction du symbolique et du réel et qu'elle nous donne par conséquent le réel nodal du sujet de la science. Comme de juste, ce réel temporel du sujet est repérable comme moment de la fracture de la pensée et de l'être. Page 97 de l'ouvrage de Guy Félix. La mise en évidence de cette fracture concernant le réel temporel du sujet repose sur une réflexion essentiellement philosophique qui la différencie de la Spaltung spéculaire dans laquelle s'insinue le rapport au grand autre. La présence référentielle du grand autre change totalement la donne. Le grand autre devient un élément qui fait basculer la fracture du champ philosophique
au champ psychanalytique. Le grand autre transforme le sujet temporel en sujet de l'inconscient. Le réel se trouvant ainsi déplacé de l'endroit de sa constitution à l'endroit d'une forme de destitution, là où il touche à l'impossible. Cette fracture est repérable comme étant ce moment, cet endroit, pour rester dans les formes a priori de l'entendement kantien, là où, et Lacan, sans jeu de mots, philosophie et psychanalyse s'articulent autour de leurs différences tout en s'enrichissant l'une de l'autre. Alors la question qui se pose, et que je pose volontiers à Guy Félix, dont la quête est sans relâche orientée vers un questionnement concernant l'articulation entre philosophie et psychanalyse, voire la contamination de l'une par l'autre, pour reprendre le terme de Jocelyn Benoît, donnant ainsi à la démarche de Guy Félix un caractère clinique qui lui sied bien, est la suivante. Certes, il apparaît que philosophie et psychanalyse s'articulent autour de leurs différences, dont elles s'enrichissent mutuellement. Mais est-il possible de trouver un endroit et un moment là où, et Lacan, elles se fondent l'une dans l'autre pour se confondre, débloquant ainsi ce moment de l'épopée, évoqué préalablement, moment où elles endosseraient peut-être, l'une comme l'autre, un nouveau statut. Merci Bernard. Alors c'est à la fois un commentaire et un questionnement, c'est surtout le questionnement de la fin qui concerne donc une problématisation de mon travail. Pour revenir sur la Genèse, bon, je vais reprendre point par point un petit peu des étapes de ton exposé. Évidemment, c'est lié au travail du séminaire que j'anime assez régulièrement chaque année, où j'essaie de mettre en relation des philosophes et des psychanalystes, parce que déjà c'est reconnaître un état de fait. La psychanalyse a nourri la réflexion philosophique sur plein d'aspects, mais souvent ce dialogue est méconnu, il peut passer sous silence, il a été aussi oublié pour des tas de raisons, des raisons historiques, institutionnelles, et je crois qu'il est important aujourd'hui de le réactiver. C'était quelque chose de beaucoup plus actif, par exemple dans les années 60, quand vous aviez un grand colloque sur l'inconscient organisé par Henriet, et où vous aviez Merleau-Ponty, Ricoeur, qui discutaient avec Lacan, Green. Donc l'élite de la phénoménologie française à cette époque participait à des grands colloques avec l'élite de la psychanalyse et de la psychiatrie, et bien entendu ils n'étaient pas d'accord entre eux sur ce qu'était l'inconscient, sur le rapport du langage à l'inconscient, toutes ces questions-là, mais au moins il y avait une communauté de discussion et d'argumentation vivante. Cette communauté s'est disloquée pour des tas de raisons historiques sur lesquelles on ne va pas rentrer ce soir, mais le rôle, en tout cas que j'assigne à ce petit séminaire, qui a au moins le mérite d'exister, qui est effectivement assez original sur la place de Paris, c'est de réactiver ce type de dialogues qui ont eu lieu dans les décennies antérieures. Alors, pour prendre un exemple concret sur ce qui a été dit, au fond, pourquoi faire ces rencontres, la question de la réalité et du réel. Alors c'est une distinction que la psychanalyse seule peut nous permettre de faire. Et là, pour voir l'intérêt de l'import-export finalement entre philosophie et psychanalyse, pour moi, il est important de faire vivre cette catégorie de réel dans le champ philosophique, surtout qu'aujourd'hui, la question du réalisme est une question d'actualité, une question brûlante, qui donne lieu à des débats sur le champ philosophique, dans le champ philosophique contemporain. Alors qu'est-ce que c'est que le réel? Qu'est-ce que c'est que la réalité? Quelle est la distinction entre les deux? Le réel, il faut voir que c'est une catégorie qui naît effectivement de la clinique lacanienne, et comme le disait Octave Manoni, Lacan, et je crois que c'est très juste, je suis profondément d'accord avec cette définition du travail de Lacan, celui qui a déplacé la psychose de la périphérie au centre de la psychanalyse. Donc, il faut bien voir que Lacan, au départ, est un psychiatre, effectivement, il travaille à Sainte-Anne, etc. Et donc, il se convertit au freudisme peu à peu, mais il garde son approche, sa thèse porte sur la paranoïa, par exemple. Donc, c'est un psychiatre qui est confronté, dans sa praxis quotidienne, à la question de la folie, si vous voulez, de la psychose. Bon. Alors, le réel, ça vient justement d'une interrogation sur la psychose. Le réel, c'est ce qui a échappé à une symbolisation. Alors, par exemple, pour prendre le cas de l'homme au loup,
il n'était pas psychotique, mais il y a un moment psychotique, enfin, c'est ce que Lacan dit, Lacan isole un moment psychotique chez le Molou, c'est celui de l'hallucination du doigt coupé, où il est petit enfant avec sa nounou dans un parc d'enfants, et il pense avoir le petit doigt coupé. Or, c'est une hallucination parce que son doigt n'est pas coupé. Mais c'est le retour, si vous voulez, sous une forme hallucinatoire, de quelque chose qui n'a pas été symbolisé, autrement dit, mis en mots, passé dans le langage, qui est la castration elle-même, qui a été rejetée, refusée par le sujet, et qui lui revient dans le réel sous une forme hallucinatoire. Donc le réel, c'est un morceau de réalité qui n'est pas passé dans le langage. Autrement dit, le réel, c'est un fragment de la réalité. C'est quelque chose qui ne rentre pas dans la réalité en tant que la réalité est symbolisée et dite. Réalité, Heidegger dirait, c'est ce que le Dasein laisse être. Mais le psychotique, il ne laisse pas être la castration, et de ce fait, elle ne rentre pas dans le symbolique. Bon. Ou on pourrait dire d'autres choses. Bon. Alors, mais autre exemple de réel, un trouble du souvenir de Freud sur l'acropole. C'est dans une lettre à Romain Roland en 1936. Freud raconte qu'il a visité l'acropole en 1904 avec son frère, et arrivé au sommet de l'acropole, quand il contemple le paysage, il a un sentiment d'étrangeté. Vous voyez, comme on peut souvent nous aussi le vivre. Il connaît l'acropole, il en a entendu parler, il a vu des photographies, des reproductions, mais il sent comme un sentiment d'étrangeté. Il compare ça à l'apparition qu'on pourrait avoir du monstre du Loch Ness au bord d'un lac en Écosse. Et imaginez qu'on se promène sur le bord d'un lac en Écosse et on voit le corps du monstre devant nous. Alors évidemment, on aurait un effet de surprise et d'étrangeté absolue parce que le monstre, sa place, c'est sur les cartes postales. C'est évidemment pas dans le réel. Mais le réel, c'est ça. Le réel, c'est quelque chose qui n'a pas été, donc, dans le symbolique, je dirais dans les cartes postales, comme pour la castration qui n'a pas été intériorisée. Et chez Freud, l'étrangeté, oui, c'est pas aussi grave que la psychose, mais ça peut arriver à d'autres niveaux, le réel, chez le névrosé ou chez l'homme normal, si on suppose que Freud était un homme normal. C'est, au fond, du fait de l'histoire. Il pratique son auto-analyse, c'est pas moi qui invente ça. Il y a deux Freud. Il parle de la Ich-Spaltung, c'est du clivage du moi, deux instances en lui-même. D'un côté, il était le brillant étudiant viennois qui avait intégré la culture viennoise, c'est-à-dire catholique et bourgeoise, où l'acropole fait partie évidemment de cette éducation et de cette culture. Et d'un autre côté, c'était le petit juif, le fils de Jacob, et donc pour qui l'acropole restait en dehors de sa culture, si vous voulez. Et il y a deux Freud, et ce qui revient, c'est le fait que pour une partie de lui-même, cette culture-là ne fait pas partie de son récit langagier, ne fait pas partie de son histoire. C'est ça aussi, vous voyez, si vous voulez, ne pas être inscrit dans le symbolique. Ça ne fait pas partie de notre vie, au sens où Ricoeur dirait qu'il fait partie de notre existence de pouvoir être mise en récit, par essence. Et là, c'est tout à fait vérifiable, justement, par l'histoire de Freud. Quelque chose de l'acropole, pas en totalité, puisqu'il écrivait. Quelque chose de la personnalité de Freud n'intègre pas l'acropole, et ça lui revient dans la réalité sous une forme, sous un sentiment, sous un vécu, qui est le vécu d'étrangeté. Donc, comme l'hallucination, le vécu d'étrangeté, c'est quand un fragment, une partie de la réalité n'a pas été symbolisée, et elle vous revient sous la forme, on va dire, d'un symptôme, alors qui peut être plus ou moins grave, qui va du sentiment d'étrangeté quand on visite l'acropole, on dit tiens c'est bizarre, je ne me sens pas tout à fait à l'aise, à une hallucination, comme le cas de l'homme au loup, qui est évidemment plus grave. Donc au fond, vous voyez, ce qu'on voit, c'est que si la philosophie va s'occuper, notamment sous sa forme wittgensteinienne, parce que je faisais la comparaison, le rapprochement avec Wittgenstein, l'idée de grammaire philosophique, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, d'une part, que dans le langage, il est question de la représentation de la réalité, et aussi de la représentation selon une certaine forme de la représentation qui rend possible ce rapport à la réalité. Et si on ne respecte pas cette mise en forme de la représentation, on tombe dans du non-sens, mais tomber dans du non-sens grammatical, c'est-à-dire au fond être, si vous voulez, je ne sais pas, dyslexique ou de mal organiser son langage, eh bien on n'arrive pas à référer à la réalité. Or, ce qu'on voit apparaître avec la psychanalyse, c'est, si vous voulez, une agrammaticalité de ce type avec certaines attitudes comme la forclusion du psychotique ou le déni d'une partie, ou la non-intégration dans le symbolique d'une partie du réel. Et là, à ce moment-là, la grammaire ne fonctionne plus. Et qu'est-ce qu'on va dire le philosophe au psychanalyste?
ou du moins aux patients du psychanalyste, ou à Freud, avec son sentiment d'étrangeté, ou à nous tous, puisque finalement, on est tous, la frontière, vous le savez, entre le normal et le pathologique est poreuse. Hein. C'est peut-être ça, la fameuse porosité. Hein. C'est le normal et le pathologique. Et quand on invite la psychanalyse à l'université, on invite la pathologie à l'université. Hein. D'où aussi, effectivement, le caractère, comment dire, difficile hein, de cette négociation, qui n'en a pas l'air, mais qui est quand même risquée, hein, quand même sans avoir l'air. Bon. Alors je reviens à la grammaire philosophique. La grammaire philosophique, si vous voulez, constatera que le symptôme analytique est du non-sens. Mais ce qui est intéressant, c'est que précisément, la grammaire psychanalytique va redonner du sens à ce non-sens. Ce que je viens de vous raconter, c'est quelque chose qui rentre dans le sens. Hein. C'est symbolisable, on peut reconstituer du sens. Bon. Mais ça, c'est justement l'apport de la psychanalyse. Donc la psychanalyse par rapport à la philosophie, c'est une autre grammaire qui permet de parler du réel et pas de la réalité. Les philosophes nous parlent très bien de la réalité, et d'ailleurs pas si bien que ça, parce que Wittgenstein hein, n'a de cesse de dire que les philosophes tombent dans le non-sens et ne parlent pas de la réalité. Parce que, entre parenthèses, je sais qu'il y a un travail de thèse qui est en train d'être fait sur Freud et Wittgenstein. Wittgenstein s'est nourri profondément de Freud, et là il y a tout un pan de la culture wittgensteinienne en France qui est à revoir. Et je compte bien y œuvrer avec ma collection chez Hermann, puisque ce travail de thèse sera publié sous la forme d'un livre. On voit que Wittgenstein s'estimait parfois lui-même freudien. Donc il a été critique de Freud, mais aussi nourri de Freud. C'est un Viennois tout de même. Hein. Sa sœur est en psychanalyse chez Freud, etc. Bon. Et il offre l'interprétation des rêves, etc. Donc il y a déjà une affinité, vous voyez, entre ces deux approches thérapeutiques. Hein. Pour Wittgenstein, retrouver le sens en philosophie, donc le rapport à la réalité, mais c'est le même souci chez le psychanalyste. Sauf que, évidemment, ce rapport à la réalité est brisé parce que le réel, c'est un fragment de réalité détaché de la réalité, c'est-à-dire non symbolisé, hein, et qui, de ce fait, se balade. Il y a une errance du réel. Il y a alors, l'idée de l'impossible, c'est ça, c'est l'impossible à symboliser. Donc on peut le radicaliser, vous voyez, sous une forme. Bon, voilà. Donc vous voyez, au fond, là où philosophie et psychanalyse se rencontrent, c'est dans la question du rapport du langage à la réalité. Sauf que la psychanalyse a thématisé ce rapport sous une forme extrême dans des pathologies qui, pour le philosophe, jusqu'à présent, pouvaient être considérées comme du non-sens, comme quelque chose qui était extra-philosophique. Mais au fond, la démarche thérapeutique est puissamment comparable dans les deux cas, puisque dans les deux cas, il s'agit de repenser, de restaurer, de soigner, au fond, notre rapport à la réalité, quand cette réalité a été fragmentée. Hein. C'est ce que disait aussi le grand psychiatre Houry, qui a fondé la clinique de la Borde. Le psychotique, c'est lui qui a une existence fragmentée, en morceaux. Et le langage, le réel, c'est un fragment de réalité du fait qu'il n'est pas passé dans le langage. Voilà. Donc, les mathématiques, je vais terminer là-dessus pour lui donner la parole. Je ne veux pas être trop long. Que sont les mathèmes? Moi, je les lis justement comme des formes de grammaire. C'est grâce à Wittgenstein et à l'idée de monstration, à partir des aporées de Lacan lui-même. Puisque si le réel, c'est ce qui est impossible à nommer, Lacan nomme le réel et parle du réel. Donc, les psychanalystes ont à surmonter une aporie qui est léguée par Lacan. Et la seule façon, à mon avis, logique et sensée de surmonter cette aporie, nommer l'innommable, bon, c'est un paradoxe, l'ensemble de tous les ensembles. Il faut bien qu'on se débrouille logiquement avec cette affaire, bon, que Lacan nous a mis sur les bras. Bon. Et justement, les psychanalystes s'en occupent pas suffisamment, donc c'est aux philosophes là, de prendre le relais hein, de ce message. Eh bien, si on ne nomme pas l'innommable, on le montre. Et la grammaire, c'est ce qui n'est pas dit, mais qui permet l'articulation signifiante. Et les mathèmes, notamment topologiques de Lacan, mais tous les mathèmes, pour moi, doivent recevoir le statut de grammaire de la signifiance de l'inconscient. Les mathèmes en eux-mêmes ne disent rien, hein, mais ils permettent de dire quelque chose. Ce sont des conditions du sens, hein, ce qui font qu'ils permettent de parler avec sens de l'expérience freudienne. Par exemple, ces morceaux de réel, comment on peut les rabibocher avec des nœuds, hein, ce qui a été justement disjoint dans une situation pathologique.
Et donc l'hématème, c'est une grammaire. Alors bien sûr, j'en suis d'accord avec Patrick Guillemard, le désir du psychanalyste, c'est quelque chose qui est distinct de la question de l'hématème. Il n'empêche que ce désir a un langage, et s'il a un langage, alors il doit avoir une grammaire. Donc si vous voulez, moi je mettrais là le psychanalyste au pied du mur, hein, si le désir est pris dans de la parole, eh bien peut-être que la psychanalyse, c'est là l'apport du philosophe au psychanalyste, de même que le psychanalyste a apporté le réel, l'idée d'une réalité cassée, hein, au philosophe. Le philosophe, en retour, lui dit, mais quand tu parles du réel, tu parles. Hein, et à quelles conditions ça fait sens? C'est inconscient structuré comme un langage. Si c'est bien un inconscient structuré comme un langage, alors on doit pouvoir en penser la grammaire. Et selon moi, les mathèmes sont, au fond, ces règles de grammaire pour pouvoir en parler. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils se fondent l'une dans l'autre, pour répondre maintenant à la question. Ça ne veut pas dire que psychanalyse, vous voyez, et philosophie se fondent. Ça veut dire que ce sont deux projets de, comment dire, de thématisation du rapport à la réalité. Et au fond, c'est ce qu'on disait quand les psychiatres vont parler de la dissociation, de la perte du rapport à la réalité, c'est rien d'autre que cela. Au fond, l'apport de la psychanalyse à la philosophie. Hein. C'est que même les philosophes réalistes ont beau nous parler de la réalité, il se trouve que l'homme perd parfois ce rapport à la réalité. Et c'est ça le questionnement. Alors il ne s'agit pas de fusionner, hein, il s'agit de recevoir, je dirais, l'interpellation de l'altérité. Voilà. Merci. J'ajoute que je suis très content de revoir Raphaël à Paris 1, qui est maintenant un brillant professeur à Paris 4, mais il est revenu parmi nous, c'est parfait, ce soir. Merci vraiment, merci beaucoup Félix de m'avoir invité, je suis vraiment extrêmement heureux de pouvoir à nouveau parler avec toi et débattre avec toi, comme ça a eu lieu par le passé à des moments qui étaient cruciaux pour moi dans mon développement. Et je suis particulièrement content aussi de pouvoir discuter de cette question passionnante que tu poses, qui est celle du réel en psychanalyse ou du réel après la psychanalyse, au prisme de la psychanalyse. Alors, je vais essayer de procéder en fait en essayant de clarifier ce que la question du réel en psychanalyse pourrait signifier. Je vais essayer dans un premier temps d'y apporter une réponse qui me semble en fait la plus simple possible, pour essayer de construire ensuite un second niveau des difficultés de ce qu'on pourrait poser comme question aussi à la psychanalyse, effectivement, comme philosophe, ou alors plus largement depuis d'autres sites que je vais détailler, et qui sont ceux des sciences sociales également. Et à partir de là, je vais essayer de revenir du coup aux propositions de Félix, pour essayer d'en dégager les points de force et ce qui m'a aussi, disons, questionné, interrogé ou laissé avec parfois un peu de désarroi. Alors, du coup, j'intitule cette petite intervention « Décloisonner, historiciser, politiser le réel en psychanalyse ». Alors, mon point de départ, qui est coignant, si on peut dire, c'est l'idée selon laquelle ce qu'une théorie ou ce qu'une discipline théorique ou pratico-clinique considère comme réel, au fond, c'est tout ce que cette théorie admet afin d'élaborer ses explications à propos des champs de phénomènes qu'elle prend initialement pour objet. Ainsi, il me semble que, si on pose la question, qu'est-ce qui est réel pour la psychanalyse? Qu'est-ce que la psychanalyse tient pour réel? La première réponse, c'est de dire tous les phénomènes qu'elle se donne la charge d'expliquer. Alors, qu'est-ce qui est réel du point de vue de la psychanalyse? Avant tout, les maux et les souffrances auxquels il convient d'apporter aide et soin. Le premier domaine du réel, ce sont les phobies, les compulsions, les troubles obsessionnels, les angoisses, les paranoïas, les mégalomanies, les schizophrénies, etc., et tous les troubles névrotiques et psychotiques. De même que sont réels, un autre niveau, ce qui convient d'expliquer également, à savoir le contenu manifeste des rêves, les symptômes, les affections somatiques, les actes manqués, le mot d'esprit, et à certains égards, les comportements collectifs, tels que les mouvements de foule, les rites religieux, etc., etc. À un second niveau,
ce que la psychanalyse tient pour réel, ce sont toutes les observations propres de la clinique et toutes les histoires de cas. À un troisième niveau, on peut remarquer que sont tenus pour réel ce qui est communément tenu pour réel en dehors du champ de la psychanalyse par tout un chacun. C'est-à-dire qu'il y a tout un niveau dans le discours de Freud, au moment de la naissance de la psychanalyse, où la catégorie de réalité est appliquée tout simplement à l'autre homme, les autres hommes. D'ailleurs, Félix le remarque à juste titre, page 28. Et tout simplement la réalité perçue, ou en fait le champ social dans lequel le sujet évolue et qui lui impose un certain nombre de contraintes. Alors je vais juste détailler un petit peu ce point, parce que ça c'est celui qui correspond à l'usage lexical du terme réalité chez Freud, puis j'ajouterai le dernier niveau. Donc je me permets de rappeler que ce que Freud nomme principe de réalité, et qui régit le fonctionnement mental avec le principe de plaisir, c'est au fond ce qui fait que la recherche de la satisfaction ne peut pas toujours aboutir de manière directe, immédiate, aisée, facile, et que pour satisfaire une pulsion ou un désir, on a bien souvent besoin d'emprunter des détours et d'ajourner la satisfaction, d'accepter pendant un temps que quelque chose ne soit pas satisfait. Au fond, le principe de réalité nomme la nécessité pour le sujet de s'adapter à des contraintes externes imposées par le monde extérieur. Et comme le note justement Laplanche et Pontalis, c'est ce qui, du point de vue topique, commande le système préconscient-conscient. Et par ailleurs, c'est également ce qui fait déjà intervenir dans la recherche de la satisfaction des contraintes qui sont familiales, économiques, concrètes, etc. Le réel s'impose principalement, du coup, chez Freud, par l'expérience du déplaisir, et il détermine des comportements d'adaptation. À cet égard, le principe de réalité, c'est ce qui impose le développement de l'attention, du jugement, de la mémoire, l'activité motrice, etc., etc. Je remarque aussi que chez Freud, donc ce sens obvi de la réalité externe, c'est ce qui commande également dans l'Abris de 1938 la théorie de la différenciation du moi par rapport au ça, par l'effet justement du contact avec la réalité extérieure. Le moi, c'est l'instance à laquelle est dévolue la tâche d'assurer l'emprise du principe de réalité. Et je cite Freud, « Le moi intercale entre la revendication pulsionnelle et l'action qui procure la satisfaction, l'activité de pensée dirigée vers la réalité. » Donc là, on peut aussi penser à ce que nomme Freud les épreuves de réalité, Realitätsprüfungen, et qui désignent tous les processus qui permettent au sujet de distinguer les stimuli internes, la faim, le désir, et les stimuli externes. Et le terme apparaît dès 1911 dans les formulations sur les deux principes du fonctionnement psychique. Donc là aussi, en fait, ce qui est une épreuve de réalité, c'est tout simplement ce qui provient, alors il y a un écho avec l'esquisse de 1895, ce qui provient quand on voit que ce n'est pas sur le mode hallucinatoire qu'on peut satisfaire une pulsion quelconque. Ok, donc je dirais, là, à ce troisième niveau, après les explananda, les observations de la clinique et les histoires de cas, là on a en fait le sens obvi, parce que même si ça se noue en fait avec la théorie freudienne, il y a quelque chose qui fait écho au sens ordinaire du terme réel, réalité. Bien. Et enfin, je dirais au dernier niveau, ce qui est tenu pour réel par la psychanalyse, ce sont les moyens de l'explication. Il y a l'explanandum et l'explanans. Et donc, parmi ces moyens d'explication, on compte au premier chef toutes les notions qui sont mises en avant dans les écrits de la métapsychologie. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui est réel en psychanalyse ? On apprend que sont réelles les pulsions, et même dans la pulsion, qui est une réalité de la fin de la pulsion, de la quantité de force de travail, de l'objet,
que les fixations sont quelque chose qui existe, qu'il existe des refoulements, des déplacements, des transferts. Et donc, en fait, tous les outils qui vont permettre de rendre intelligible le champ de phénomène initial. En fait, au fond, qu'est-ce qui est réel du point de vue de la psychanalyse? Le complexe de castration, le complexe d'Oedipe, les complexes d'infériorité, tous les complexus qui donnent sens, au fond, aux réalités initiales, qui peuvent paraître étranges, incompréhensibles, etc. Bien. Et donc, il est intéressant de noter d'ailleurs que, à cet égard, le terme de réalité peut s'appliquer à des niveaux qui sont très différents. C'est-à-dire que, ce serait curieux de dire que le psychanalyste ne tient pas pour réel, par exemple, le lapsus ou alors au contraire des contraintes externes. Tous ces niveaux sont des niveaux de réalité, bien qu'ils n'aient pas le même statut épistémique dans la construction qu'est la psychanalyse. À ce niveau, on pourrait dire par exemple que des attitudes comme le déni, la Verleugnung, ou la dénégation, la Verneinung, sont des réalités indéniables, bien qu'effectivement on puisse les définir à un autre niveau, comme des modes de défense, le refus de la réalité elle-même, etc., ou l'aveu, et en même temps par une main, et puis le refus de dire qu'on avoue, en fait, d'un autre côté. Bien. Alors, là, la question va être du coup de savoir, c'est la deuxième question que je vais poser, mais je vais ajourner un petit peu la réponse, quel intérêt il y a à dire, en fait, ce que fait Lacan, que sont réels ou que est réel seulement une partie de tout ce que je viens de désigner. Parce qu'en gros, le geste lacanien consiste à réserver la catégorie du réel pour quelque chose qui n'est pas tout ce que j'ai évoqué. Et ce que ça peut du coup avoir comme conséquence. Alors, pour ça, un petit préalable, qu'est-ce que ça apporte dans un discours, dans un échange, de dire de quelque chose, ça c'est réel, de souligner la réalité de quelque chose. Alors une telle proclamation, quand on dit d'une chose ou d'un événement c'est réel, généralement c'est pour s'opposer à une proposition contraire ou à un avis contraire qui dirait par exemple c'est une simple illusion, ça n'existe pas, ou c'est du domaine du rêve, c'est une simple vue de l'esprit, ce n'est qu'une idée. Ou alors, autre sens, du genre ça n'a pas d'importance, c'est mineur. Dire c'est réel, c'est au contraire dire c'est capital. Ça doit nous importer au premier chef. Okay. Donc en fait, dire que quelque chose est réel, ça a ce que j'appelle des effets performatifs, ça a des effets, et c'est pas simplement, du coup, dans un discours, le fait de dire ça existe. Parce que si c'était juste ça, alors à ce moment-là, il n'y aurait pas de raison chez Lacan de dire que le réel, eh bien, c'est ce qui ne se symbolise pas, parce que le symbolique, ça existe. L'imaginaire, ça existe. Le réel, il est à tous les niveaux. Et il n'est pas uniquement dans ce qui est nommé chez Lacan, le réel. Donc voilà une des questions, et une question qui se pose ici. Alors, à partir de là, ce qu'il y a, c'est que quand on oppose le réel, l'imaginaire et le symbolique, et Félix rappelle très brillamment de quoi il s'agit en fait au début de son ouvrage, eh bien, le réel, donc ce qu'il y a en quelque sorte de fondamental ou d'important, ou en fait ce qui doit nous intéresser de manière insistante, c'est ce qui échappe au champ symbolique. C'est ce qui, en quelque sorte, détermine précisément les symptômes du sujet, ce qui fait qu'il y a subjectivité humaine, c'est-à-dire c'est parce qu'il y a de la pulsionalité qu'il y a le sujet qui échappe effectivement à sa simple résorption dans le domaine symbolique. Donc voilà en fait, au fond, ce qu'il y a comme conséquence à dire que c'est la pulsionalité qui est le réel, ou que c'est ce qui échappe, ce qui se dérobe, ce qui ne se symbolise pas, qui est le réel. Alors, moi, ce que j'aimerais faire maintenant dans un deuxième temps, puis avant de venir aux questions à Félix, maintenant, c'est dire que, à mes yeux, l'apport que peut avoir, donc je dis la philosophie et que peuvent avoir les sciences sociales aujourd'hui, c'est justement
d'interroger eh bien, ce qui est tenu pour réel par la psychanalyse, et en particulier l'effet qu'il y a considéré comme prioritairement réel, les pulsions, ou ce qui ne se symbolise pas. Alors, j'ai l'impression que ça a un effet qui est curieux et qui est de dire qu'en quelque sorte, il y aurait une coupure ou une disjonction entre le domaine des pulsions, ou le domaine des désirs, et le domaine du symbolique. Ça a déjà ce premier effet théorique, comme si c'était deux choses qui ne se codéterminaient pas complètement. Et d'autre part, l'autre effet, c'est de faire comme si le symbolique, en un certain sens, eh bien, ça n'est pas véritablement réel. En tout cas, ça suggère cela. Ça suggère que c'est moins fondamentalement réel, ou qu'il y a quelque chose comme, bon, c'est comme de l'ordre d'une projection, ou c'est quelque chose qui a moins de réalité, moins de solidité, moins de résistance, qui oppose moins de résistance que les pulsions elles-mêmes. Alors, là, du coup, je vais adresser une question, une critique, hein, au fond, à Lacan, qui est de dire que l'effet que ça me semble avoir, c'est de nous donner une représentation de l'inconscient, ou au moins de la pulsionalité dans l'inconscient, qui est déshistoricisée, désocialisée et dépolitisée. Alors, je vais suivre pour essayer de le montrer, dire quelques points, évoquer quelques points qui ont été mis en lumière par d'autres que moi et mieux que moi, à savoir, bon alors j'aurai pas le temps de parler de tout le monde, mais enfin au moins je les évoque, quelques points en fait que j'emprunte à Beauvoir, à Deleuze et Guattari, à Frantz Fanon, à Béatrice Preciado plus récemment, et puis évidemment on aurait pu citer Foucault et d'autres également. Donc c'est ça les questions que je veux poser sur effectivement ce qui doit compter comme réel. Qu'est-ce qu'on doit considérer comme réel? Mais alors, tout ça n'est pas pour dire que la psychanalyse a manqué des aspects déterminants du réel, mais mon propos est plus de dire qu'il est particulièrement crucial pour un psychanalyste de bien voir le poids de réalité irréductible du social dans sa dimension historique et politique. Alors, je vais commencer par donner un exemple qui est celui qui est emprunté à Beauvoir. C'est en fait le double exemple du complexe de castration et du complexe d'infériorité qui est souvent prêté aux femmes en fait, dans certains écrits psychanalytiques. Elle dit que si jamais on occulte dans la sphère de la famille, ou dès le départ, le poids de la valorisation omniprésente de la virilité, dont l'enfant en fait perçoit quelque chose, et qui est quelque chose qui a une existence sociale, eh bien au fond, on est incapable de comprendre la convoitise qui porte sur le phallus. C'est-à-dire que, ou alors, dans le désir qui se porte de préférence sur le père, on est incapable également de comprendre la divinisation du père qui peut être opérée par la libido féminine, si on ne voit pas que c'est sur un être socialement souverain que se porte le désir. À cet égard, je cite Beauvoir, la fillette n'en vit le phallus que comme le symbole des privilèges accordés aux garçons. Et elle déclare, du coup, qu'il est impensable de comprendre les névroses autrement, à un certain niveau, que comme des troubles du sens social. Alors, à ce niveau-là, la question se pose de savoir effectivement si il est légitime ou satisfaisant, donc pour un psychanalyste, avec la volonté aussi thérapeutique qui est la sienne, de disjoindre, ou en tout cas de distinguer même, hein, le symbolique et le réel. Je pose également cette question depuis en fait le propos de Deleuze et Guattari. Alors, Deleuze et Guattari interrogent un concept tel que celui de l'Oedipe. Alors, l'Oedipe, il est censé procéder
aussi bien des pulsions que de la loi du père, ou du nom du père, hein, chez Lacan. Et alors, l'idée de Deleuze et Guattari, c'est qu'au fond, ici, ce qu'on identifie comme les pulsions ou les désirs de l'enfant n'est jamais que l'effet d'une, je cite, production sociale de la réalité. Donc là, vous voyez, production sociale de la réalité dit bien, parce qu'ils ont lu Lacan à ce moment-là, que la réalité n'est pas hors le symbolique ou par-delà le symbolique, ou qu'il n'est pas évident qu'on puisse absolument le dire. Il n'y a du désir, il n'y a que du désir et du social, et rien d'autre, disent-ils encore. Et du coup, la ligne qui est ouverte par l'anti-Oedipe, c'est de se demander si on ne devrait pas voir, en fait, les effets sur le désir et les pulsions, eh bien, de la structure politique elle-même, et il propose à ce moment-là, dans la lignée de Reich ou d'autres, de voir si on ne pourrait pas voir la manie dépressive et la paranoïa comme un produit de la machine despotique, ou encore la schizophrénie comme un produit de la machine capitaliste, etc., ou encore l'hystérie comme un produit en fait de la machine traditionnelle qu'ils appellent territoriale, etc., etc. Et on voit bien comment, à l'arrière-plan, il y a les travaux de Devereux, Roheim, Erich Fromm, Reich, Marcuse et d'autres. Bon, comme je n'ai pas le temps de trop avancer, je signale simplement encore deux voies, celle de Fanon, qui montre également que dans Peau noire, masque blanc, il n'est pas certain qu'on puisse, là encore, interroger la réalité psychique, la réalité du désir ou la réalité pulsionnelle d'un individu dans une société qui est post-coloniale, ou qui est encore coloniale, sans interroger, au fond, les effets du symbolique, mais sachant que le symbolique n'est pas le non réel. Le symbolique, au fond, c'est le réel en tant qu'il a du poids et en tant qu'il nous constitue. Alors, je donne simplement une brève notion. Un exemple donné par Fanon. Il dit qu'on ne peut pas, par exemple, comprendre certaines aphasies ou certains lapsus chez un patient antillais si on ne voit pas en fait quelle a été la situation politique du créole en France, si on oublie le fait que les officiers promus dans les régiments de tirailleurs sont ceux qui assimilaient le mieux la langue française, les officiers c'était les interprètes, ou sans rattacher l'appropriation du français à l'expérience du voyage des Antillais vers la métropole ou du retour aux Antilles et de leurs éventuelles significations pratico-sociales. Fanon déclare, en conséquence, que la grande découverte de Freud, par la psychanalyse, ça a été que, régissant contre la tendance constitutionnaliste de la fin du XIXe siècle, il a demandé qu'on tienne compte du facteur individuel. À une thèse phylogénétique, il a substitué la perspective ontogénétique. Mais, ajoute Fanon, l'aliénation des Noirs n'est pas une question individuelle. À côté de la phylogénie, l'espèce, et à côté de l'ontogénie, l'individu, il y a la sociogénie. Et la désaliénation, c'est-à-dire aussi la cure, suppose précisément qu'on ne considère pas le réel simplement comme ce qui est par-delà le symbolique, mais au fond, qu'on prenne conscience du fait que le réel n'est autre que la réalité économique et sociale. Là aussi, citation, page 11 de Fanon. J'en viens donc, à partir de là, à quelques questions à Félix et à la perspective qu'il développe. Alors, donc il y en a déjà un certain nombre qui, au fond, étaient déjà implicitement formulées. Je vais ajouter, en fait, celles qui demeurent en suspens. Donc la question, au fond, principale, c'est celle de la définition que tu proposes du réel comme un champ différent du symbolique. Est-ce qu'il y a vraiment un sens à opposer le réel et le symbolique, ou à les distinguer, ou est-ce que ce n'est pas simplement une distinction de raison, on pourrait dire. Alors, la deuxième question porte sur l'usage de la catégorie modale de l'impossible pour définir le réel. Donc, dans ce passage vraiment qui est majeur, qui est pour moi le pivot de l'ouvrage et que vous avez aussi repéré, page 67,
Félix définit donc le réel comme l'impossible à supporter dans la clinique, la chose impossible à retrouver dans la psychologie freudienne, l'impossible à écrire, l'impossible à rencontrer dans l'existence, l'impossible à imaginer dans un fantasme, etc. etc. Bon. J'ai le sentiment qu'on peut entendre la notion d'impossible de deux manières. Une manière qu'on pourrait dire métaphysique et une manière pragmatique, contextuelle. Si on a une entente métaphysique de la chose, on veut dire que le réel, c'est ce qui est absolument impossible à supporter, ce qui est à tout niveau impossible à retrouver, ou impossible à rencontrer dans l'existence, etc. Or, est-ce que, en un sens, on peut dire la pratique psychanalytique et sa réussite ne nous indique pas que le réel, c'est ce qui peut-être a été impossible à symboliser à un moment donné, ou ce qui a été impossible à rencontrer ou à retrouver, mais pas ce qu'il est en un sens métaphysique ou en un sens ontologique, puisque précisément la guérison va bien souvent de pair avec la possibilité regagnée, la possibilité retrouvée de rencontrer le réel, de le supporter ou de le symboliser. Peut-être que cette question, à un certain niveau, elle pourrait être simplement que la catégorie d'impossible, elle est pertinente, mais qu'il y a une sorte d'hyperbole rhétorique à dire qu'en fait ce serait à tout niveau, ce qu'il y a d'impossible, le réel. Peut-être que ça ne l'est pas à tous les niveaux. Bon, donc ça, voilà, c'est la seconde question. Alors, la troisième, elle est sur les mathèmes. Alors là, c'est là que j'exprime un désarroi dont je t'avais déjà fait part dans une de nos précédentes discussions. Et donc ce désarroi, il vient de certaines des propositions que je cite de ton ouvrage. Page 50, la mathématique lacanienne conditionne l'intelligibilité des phénomènes isolés par Freud. Ou encore, ce qui rejoint au fond l'idée, comme tu dis, que le réel est une invention de Lacan. On constate l'entrelacement, dis-tu, entre la clinique et les déterminations mathématiques. Page 17. Bien. Alors, la question que je veux poser à ce niveau-là, j'ai une question, en fait, bien qu'ayant lu Lacan, l'ayant travaillé, etc., qui est de prise de recul avec le temps, et de me dire, mais alors, si on accepte ça, j'ai l'impression que ça a des effets concrets, y compris dans la manière dont on peut rédiger et penser un discours sur le lien entre philosophie et psychanalyse, qui est que on se trouve amené à devoir expliquer, en fait, les mathèmes, donner du sens, au fond, à ces formules qui sont, somme toute, fort énigmatiques, et on se trouve aussi à devoir, si on veut vraiment les comprendre jusqu'au bout, il me semble, acquérir une compétence, c'est-à-dire en fait faire un peu de topologie, faire un peu d'algèbre, faire un petit peu de mathématiques, etc., ou de théorie de l'ensemble, ou que sais-je. Donc ce qu'on peut faire, ce qu'on fait d'ailleurs, souvent, mais le problème, c'est que c'est une dépense de temps importante, réelle, et ça a un effet qui est que, du coup, finalement, on se met à moins parler de la clinique. Ça, c'est un effet qu'on ne peut que constater. C'est-à-dire que Lacan, finalement, parle très peu de la clinique par rapport à Freud, et la plupart des histoires de cas qu'il convoque sont des histoires souvent classiques. C'est-à-dire des histoires qui sont souvent celles de Freud, en définitive. On parle moins des symptômes, on parle moins des techniques analytiques, de la situation, et surtout, de la situation sociale et politique qui enserre les cas et l'existence des sujets. Donc il me semble que, en fait, au fond, la question que je veux poser, elle n'est pas simplement théorique. Ici, c'est une question que je considère à un certain niveau comme pratico-politique, parce qu'il y a des effets aussi politiques du mathème. Est-ce qu'au fond, l'effet du privilège accordé au mathème, c'est pas, je vais le dire de manière très brutale, de nous couper de la réalité, puisque, en fait, au fond, en commentant les mathèmes, on ne convoque plus de contenu empirique, on ne parle plus des patients, de leur situation familiale, sociale, économique, raciale, etc., et qu'on leur préfère, en un sens, la spéculation pure. Et alors, il me semble que tu
tu remarques toi-même dans l'ouvrage à plusieurs reprises en fait cette question, tu la soulèves, puisque tu notes toi-même qu'il y a une difficulté. Alors je cite page 69. On doit reconnaître qu'il est rarissime qu'un baptême de Lacan soit utilisé au-delà du cercle des disciples et que leur fonction de transmission et de fédération n'a guère été remplie. Donc là, ça fait une réelle difficulté. Et du coup, au fond, la question que je voudrais poser, c'est est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux former, au fond, les psychanalystes en un sens qui serait sociologique, économique, politique, plutôt que du côté des mathématiques? Très bien. Bravo. Alors, il faudrait une semaine pour répondre à toutes les questions, parce que là, c'est vraiment considérable. Bon, alors, merci. Merci pour ce beau cadeau. Empoisonné, cadeau tout de même. Alors, très vite. Évidemment, tu pars avec tu présupposes une définition de la réalité, hein, qui est de dire c'est ce qui est important, c'est ce qui est capital. Et par exemple, donc tu distingues à partir de là quand même des niveaux. Le réel en psychanalyse, ce serait tous les phénomènes qu'elle a en charge d'expliquer. Ensuite, c'est la réalité de Freud en un sens obvi. Et après, les moyens de l'explication. Mais tout ça, au fond, on ne peut pas vraiment les opposer. Alors là, je vais me faire l'avocat de Lacan, parce que quand il parle du réel de la clinique, c'est ce que tu isoles comme tous les phénomènes qu'elle a en charge d'expliquer. Donc là, la catégorie de réel ne fait pas l'abstraction de la clinique, puisque ça fait partie de cette définition. La réalité, c'est justement à partir d'une réflexion sur le principe de réalité que j'ai parlé de la réalité du réel tout à l'heure, mais c'est effectivement dans la genèse du concept chez Lacan, cette fois-ci, c'est à partir du principe de réalité, évidemment, hein, c'est-à-dire l'idée, le fameux objet de satisfaction comme étant un objet perdu. Là, on retrouve encore le rapport de la partie au tout, parce que l'objet de satisfaction, au fond, ne sera jamais retrouvé. C'est un impossible à retrouver, et donc c'est une thèse, disons, canonique de la psychanalyse lacanienne. L'objet, il est à jamais perdu. C'est l'objet petit a. Bon. Donc à partir de là, mais ça ne sort pas sous le sabot d'un cheval, ça sort de la lecture de Freud, et donc effectivement de son rapport entre le principe de plaisir et le principe de réalité, dans la mesure où le principe de réalité, chez Freud, n'est jamais que le prolongement du principe de plaisir, car il s'agit de retrouver dans la réalité ce qui pourrait procurer la satisfaction, seulement il se trouve que cette quête est une quête infinie, et donc il y a une séparation qui fait donc la différence entre réalité et réel. Voilà. Donc là, mauvais procès, je peux se dire, parce que effectivement, alors on peut avoir une lecture critique, dire qu'il n'a pas bien lu Freud. Freud ne dit pas ça, mais on ne peut pas dire qu'il l'a, qu'il l'a inventé ex nihilo sans lire Freud, puisqu'au contraire, c'est vraiment à partir de ce que tu as rappelé, et tu as bien fait de le rappeler, que cette catégorie de réel aussi surgit. Troisième chose, parce qu'il y a énormément de choses, hein, les outils d'explication, eh bien là c'est effectivement le réel comme métacatégorie, ça fait bien partie des outils, parce que les concepts, hein, on va être d'accord, ce sont quand même des outils pour comprendre. Et donc là, le réel, au fond, il n'y a que trois grandes métacatégories qui chapeautent. Alors là, c'est un problème qu'on pourrait poser sur la lecture de Lacan de Freud. C'est-à-dire qu'effectivement, les concepts de pulsion, de désir, de narcissisme, tout ça, sont chapeautés, au fond, par trois grandes métacatégories. Mais là encore, si tu veux, il fait bien partie, ce réel, des moyens de l'explication. Donc, à chaque fois, si tu veux, pour défendre Lacan, au fond, sa catégorie de réel, on la retrouve à tout ce que tu apportes, ce que tu nommes, toi, la réalité de la psychanalyse. Et à ce moment-là, je trouve que la critique n'est pas vraiment pertinente. Alors, par ailleurs, il y a des questions qui sont plus brûlantes. Mais c'est là, tu vois, on peut quand même défendre le point de vue de Lacan. Alors, dire que, par exemple, le symbolique, c'est important, donc c'est de la réalité. Mais alors, s'il y a bien quelqu'un qui a dit que le symbolique, c'était important, c'est bien Lacan, hein, le primat du langage, etc. Donc, si on dit que ce qui est considéré comme réel, c'est ce à quoi il faut s'intéresser, qui existe, qui requiert notre intérêt, alors, à mon avis, on ne peut pas dire que le symbolique n'est pas important. Ensuite,
Dire que le réel et le symbolique seraient deux choses qui ne se co-détermineraient pas, c'est faux. Hein, puisque, au contraire, c'est parce que la réalité est signifiée, au fond, par le langage, parce qu'on peut s'y référer, que la catégorie de réel peut surgir comme un dysfonctionnement de cette signifiance. Mais c'est bien parce qu'au départ, on reconnaît une articulation. Sinon, ça n'aura aucun sens. Donc, effectivement, il y a bien une co-détermination. Mais le réel, c'est précisément ce qui a surgi, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans un premier temps, comme dysfonctionnement de cette co-détermination. Mais ça n'annule pas la co-détermination. Comme si la pathologie annulait la normalité. Non, c'est parce qu'on a les deux en même temps qu'elles peuvent s'éclairer mutuellement. Alors, sur l'historicisation et la politisation de la psychanalyse, tout ça est bienvenu, mais tout de même. Le poids de la réalité du social, etc., bien sûr, mais est-ce que... ça, c'est l'idée, au fond, je crois qu'il y a une question de logique. Le symbolique, je le rapporterais à la notion de grammaire chez Wittgenstein, par analogie. Hein. Même pas par analogie, c'est vraiment une identification. C'est ma thèse. Là, on peut dire que j'ai tort, mais ma thèse, aujourd'hui, comme je commence à la développer, comme je vais la développer dans un autre livre bientôt, c'est de dire, qu'est-ce que c'est que la grammaire? C'est la forme de la représentation, c'est la syntaxe, si tu veux, ce qui va permettre de mettre en ordre les mots et de représenter la réalité. Or, on ne peut pas, et comme chez Wittgenstein, ce qui est condition du sens de la représentation n'est pas lui-même l'objet de la représentation. Donc on ne peut pas me reprocher, enfin à moi, c'est pas moi dont il est question, mais au symbolique et à sa grammaire, c'est la forme de la représentation des choses du monde, de ne pas parler des choses du monde, parce qu'elle est condition de leur évocation dans le langage. Mais bien sûr qu'on doit évoquer tout ce qui a permis à cette grammaire d'être utilisée, etc. Mais à un niveau logique, qu'on s'appelle, parce que si quelqu'un a bien fait des mathématiques, c'est bien M. Gilles Deleuze, je suis désolé, hein, le rhizome, les espaces feuilletés, les espaces fibrés. C'est pas ce qu'il a fait de meilleur. Mais... Non, mais écoute, ça c'est ton appréciation. En tout cas, lui, il l'a fait. Hein. Donc, à partir de là, pour Gilles Deleuze, ça n'a jamais empêché de s'occuper des choses concrètes. Alors, là, je vais y venir, hein, mais pour dire, là, il y a un problème de logique. Quand on parle de grammaire, parce qu'à ce moment-là, tu peux dire aussi pour Wittgenstein et pour les logiciens, ou pour la critique de la raison pure de Kant. Évidemment, il ne s'occupe pas de la science. C'est comme si tu disais à Kant, dont tu es un spécialiste, mais écoutez, Emmanuel Kant, c'est vraiment scandaleux, vous ne parlez pas de physique. Bon, ben non. Il parle des conditions de la physique. Alors quand on parle du symbolique, on parle des conditions de la représentation de la réalité. Donc évidemment, on ne parle pas de la réalité. Ça n'empêche pas que c'est quand même grâce à ça qu'on va pouvoir parler de la réalité. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que je ne vois pas. Bon, alors, c'est là mon objection à ta critique, ma réponse à ta critique, c'est une question de logique entre conditionnant et conditionné. La grammaire, le symbolique, c'est de la grammaire. C'est ce qui va nous permettre de signifier la réalité. Évidemment, ça ne va pas parler de la réalité directement, mais c'est ce qui permet d'en parler. Comme les catégories pures chez Kant permettent de connaître la réalité physique, mais ce n'est pas de la réalité physique en tant que telle. C'est un autre niveau ontologique, c'est celui des conditions de possibilité. C'est du transcendantal, pour le dire autrement. Hein? Bon, peut-être que ça ne plairait pas aux Wittgensteiniens, mais pour dire que c'est simplement la différence entre le conditionnant et le conditionné. Tu vois ma réponse? Donc, question de logique. Ça déshistoricise aussi. Oui, mais bien sûr. C'est qu'est-ce qu'on a dit à Kant? Mon Dieu, c'est transcendantal. Bon, alors, cela étant, quand même, dire que plus on s'occupe des mathématiques, bien sûr qu'il faut s'intéresser aux mathèmes, etc. Et Lacan détourne les mathématiques et il travaillait avec des jeunes polytechniciens qui étaient des spécialistes des théories des nœuds. Tout le monde connaît l'image d'Épinal de Lacan dans son cabinet. Il y avait des cordes, des nœuds partout. Et donc, il envoyait à l'époque, il n'y avait pas Internet, il y avait ce qu'on appelait des télégrammes. Il envoyait des pneumatiques. Alors, il y avait des tuyaux dans Paris, avec de l'air comprimé, on balançait des tubes avec des petits messages, et Lacan envoyait à Pierre Souris, qui était polytechnicien, des questions, alors le nœud à 6 branches, comment ça se passe? Alors lui, il envoyait des pneus, c'était pas des mails. Bon. Alors, c'est pour te dire, il y avait une vraie compétence mathématique qui n'était pas forcément celle de Lacan, mais quand on est à Polytechnique, c'est moins bien que Normal Sup, enfin quand même, on fait des maths. Donc à partir de là, ça n'a pas empêché quand même Jacques Lacan de s'occuper des cas.
Et franchement, c'est pas compliqué les mathèmes lacaniens. À la limite, on pourrait dire, mais non, la topologie des nœuds, le symptôme par exemple, c'est ce qui va permettre d'identifier quelque chose à partir de la topologie lacanienne. C'est pas si compliqué que ça. Et par exemple, il y a des livres, on voit que les gens comprennent leur cas, donc leurs patients, à partir de cet usage des mathèmes. Et je crois que tu figes la dynamique, la vie de la psychanalyse en opposant un psychanalyste spéculant avec des grimoires de topologie dans son coin et se désintéressant de ses patients qu'il laisserait mourir de l'autre côté. Là, je caricature à peine. C'est les outils intellectuels pour en fait comprendre les patients qui sont... opposes les deux, je crois que c'est quand même... On peut s'attendre à ce qu'un praticien ait une réflexion intellectuelle, y compris abstraite, très abstraite, puisqu'après tout, philosophie et psychanalyse, on les incite à faire de l'abstraction, à faire du concept, mais ça ne les empêche pas de s'occuper de leurs patients. Et je dirais au contraire, un mathème, par sa simplicité, comme le nœud borroméen, permet de voir, parce que c'est ça la fonction de la grammaire, une bonne règle, c'est ce qui permet de faire surgir du sens dans l'expérience. Donc vraiment, je m'inscris en faux contre cette lecture. Et maintenant, les effets. Alors, ce que tu pointes très bien, on pourrait dire, c'est comme les illusions transcendantales chez Kant, c'est un certain usage métaphysique de l'impossible, où le fait qu'on ne comprenne pas, et à ce moment-là, il faut soigner les psychanalystes avec Wittgenstein, que le symbolique a aussi un usage, et de les ramener donc dans la vie sociale qui donne naissance à ces usages. La question serait comment naît la grammaire, et surtout comment elle s'apprend, puisqu'il peut y avoir aussi des inégalités sociales dans les apprentissages des outils symboliques. Et là, ce qu'on pourrait dire, c'est que la psychanalyse s'occupe trop des riches et pas assez des déshérités. Et là, je suis d'accord avec toi. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faudra brûler les livres de grammaire. Il faudra apprendre la grammaire au plus grand nombre. Tu vois, la différence d'attitude. C'est-à-dire qu'au fond, la grammaire, on ne peut pas la critiquer en tant que telle, puisque c'est un niveau logique différent de l'expérience. C'est ce qui conditionne le sens de l'expérience. Mais, évidemment, elle naît d'une vie sociale, elle se déploie, elle se reproduit dans une vie sociale, nous sommes bien d'accord. Et là, il y a un idéalisme qui peut être développé. Je te dis, tu pointes bien, je dirais, les dégénérescences métaphysiques possibles de la psychanalyse. Mais attention de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Bien sûr. Ah, voilà. Ouais, alors moi, c'est pour ça que tu remarqueras... Je défends le bébé, c'est-à-dire... non, attention, pas le livre de grammaire. Ne jette pas le livre de grammaire. Il faut l'apprendre au plus grand nombre, d'accord. Devenons des grammairiens aux pieds nus. Mais, comme on disait avant, pour les maoïstes, les médecins aux pieds nus qui allaient dans les campagnes, pour soigner le peuple, eh bien, à ce moment-là, on ne va pas arrêter de faire des mathématiques pour faire plaisir à l'extrême gauche. Enfin, ça n'a pas de sens. Je ne pense pas que le problème soit... Ah bah si. Parce que dire, c'est pas politique, tout ça, on va finir... À ce moment-là, on ne va plus faire de philosophie, il va falloir aller en usine, comme la gauche prolétarienne en 68. Mais c'est une illusion, parce qu'ils n'ont pas resté longtemps en usine, parce que les ouvriers les regardaient. C'est pas du tout ce que je dis. D'accord, mais quand même, moi je pointe une ligne de dégénérescence du propos politique par rapport aux psychanalystes spéculaires ou spéculatifs qui seraient... spéculatifs, non, parce qu'il s'agit de culture intellectuelle politique, pas de... Tu vois. Bon, alors, j'ai essayé de répondre. Le point fort de ma réponse, c'est ce que tu as dit. On le retrouve, c'est un faux procès. Deuxièmement, le symbolique, c'est important. C'est drôlement important. S'il y a bien quelqu'un... On ne peut pas le reprocher à Lacan. On l'a dit que c'était un idéaliste à cause de ça, justement. Donc il l'a vraiment thématisé et valorisé. Bon. Et le réel, c'est finalement une queue de comète chez Lacan. Moi, j'insiste là-dessus à cause du débat philosophique contemporain. Mais pour lui, le symbolique est beaucoup plus important que le réel, historiquement, dans son œuvre. Bon. Donc c'est important. Et maintenant, ce qu'on peut lui reprocher, je serais d'accord, mais à condition de ne pas sortir la grosse artillerie lourde deleuzienne, etc., ou surtout guattarienne, bon, parce qu'il y a des tas de choses qui sont communes quand même, c'est de dire que le psychanalyste est un réactionnaire, etc. Bon, c'est pas du tout ce que je dis. Pas le psychanalyste en tant que tel, c'est pas du tout ça, au contraire. Ouais. La psychanalyse, c'est un outil d'émancipation. Voilà, on est bien d'accord. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'on confronte les conditions du sens, donc les conditions grammaticales,
comment dire, à son contexte social d'émergence et d'application, là je suis tout à fait d'accord, mais on ne peut pas pour autant considérer que les recherches de ce genre soient, comment dire, au service de la reproduction d'un ordre social. Ça me paraît au contraire un instrument d'émancipation. Oui. Ce qui doit être socialisé, c'est l'instrument d'émancipation, et non pas, je veux dire, lui faire le faux procès d'être une métaphysique spontanée, quoi. Non, mais sauf si au fond, évidemment, la psychanalyse, c'est un des plus grands outils d'émancipation jamais inventés. Donc là, vraiment, on converge complètement. Le problème, c'est simplement qu'en fait, à subsumer sous la catégorie unique de symbolique, au fond, une variété de formes d'organisation socio-économique, etc., sans les détailler exactement, sans voir précisément, concrètement, en fait, quels sont leurs effets, au fond, on risque d'absolutiser en fait, des dispositifs qui sont tout à fait situés, type la famille bourgeoise, fin 19e, début 20e, ou par exemple sous la catégorie de nom du père, ou alors effectivement en absolusant. J'ai l'impression qu'il y a un certain nombre de choses qu'on risque de tenir comme des fétiches, du type on le est bien phallus, d'accord. le nom du père. Si on identifie la réalité et les conditions grammaticales d'énonciation sur la réalité, on commet une faute logique dans les deux côtés. Et c'est ça qu'on condamne. Tu condamnes le fait de considérer une règle grammaticale comme un état de fait social, la famille bourgeoise du 19e. Eh bien non, justement, si on distingue la famille bourgeoise du 19e du symbolique lacanien, et c'est ce que Lacan fait lui-même, il dit il y a une infinité de noms du père. Et à ce moment-là, rien que cette thèse-là, parce qu'entre parenthèses, lisez RSI, vous verrez que c'est 72-73, c'est l'année de parution de l'anti-Oedipe, et Lacan est contre le complexe d'Oedipe. Donc c'est complètement fou. C'est-à-dire que les Deleuziens font vraiment un mauvais procès à Jacques Lacan, puisque la même année que l'anti-Oedipe, il disait justement que l'Oedipe, c'est quelque chose de partiel, qui n'est pas du tout réenveloppant pour la totalité des phénomènes psychiques. Et donc, justement, à partir des nœuds borroméens, ça lui a permis de prononcer cette thèse de l'infinité de noms du père. Donc, une infinité de noms du père, c'est une proposition grammaticale qui doit nous permettre, par rapport à la réalité sociale et historique, de pouvoir lire des phénomènes structurants qui soient autres que la famille bourgeoise du XIXe siècle. Ceux qui font de la famille bourgeoise du XIXe siècle un idéal qui serait énoncé par la psychanalyse font une faute logique. Ils confondent l'histoire et la société avec la grammaire. Donc là, effectivement, la Manif pour tous et compagnie, les psychanalystes qui vont dans ce sens, ne sont pas de bons théoriciens de la psychanalyse. Tu vois, à ce moment-là, une bonne théorie de la psychanalyse permet d'éviter des fautes politiques. Je vois ce que tu veux dire. Et je te remercie vraiment très sincèrement pour cette réponse qui me fait vraiment réfléchir. En fait, là où je suis perplexe encore, si tu veux, c'est simplement dans le fait de dire, en fait, au fond, les psychanalystes sont des praticiens merveilleux, précisément en accumulant en fait de l'expérience, en voyant des patients et en étant partie prenante en fait de l'espace sociopolitique qui est le leur. Au fond, effectivement, ils peuvent, comme tu dis, d'une certaine manière, faire des outils lacaniens, en fait, une réalité sociale, des structures qui vont au fond s'incarner de manière diverse et s'incarner du coup de manière renouvelée en fonction des questions qui sont les autres. Ça, ok, j'entends vraiment, mais néanmoins, il y a un truc qui continue de me poser question, c'est de dire, en fait, c'est vraiment une question, je disais, pratique, qui est que, enfin, le séminaire, tu vois, je veux dire, pour l'avoir lu, on sait la taille qu'il a et puis la difficulté qui est celle de la lecture et au fond l'énergie en fait qui est consacrée à comprendre en fait des formules, tu vois, certaines que tu cites, le discours de l'université que tu éclaires d'ailleurs. Et voilà, mais tu vois, cette énergie dépensée, elle fait que on lit pas d'histoire, on lit pas de sociaux, et on fait pas de théorie politique. Mais quand tu lis la grande logique de Hegel, tu fais de l'histoire, tu fais de l'économie politique, tu fais de la politique. Oui, c'est le drame de tous les intellectuels. Non, parce que là on parle des psychanalystes, on ne parle pas en fait des logiciens. Là on parle d'un thérapeute. Je te signale que son séminaire s'adressait à des psys. Ben oui, justement. Il s'agissait de former des psys. Ben justement. Et donc nous on s'en empare. Mais le but c'était un enseignement qui visait la formation de psychanalystes. Mais c'est bien ça le Et point. tu trouves ça lamentable de leur faire lire Hegel ?
Je trouve ça très bien, moi. De leur faire lire Kant quand il dit, par exemple, dans l'éthique de la psychanalyse, il faut absolument que vous lisiez la critique de la raison pratique. Je parlais des mathématiques. Ça leur fait pas de mal aux psy de lire la critique de la psychanalyse. Non, non. Pourquoi considérer que faire de la philosophie serait un obstacle à la vie pratique? Tu penses que Lénine n'avait pas lu de philosophe? Je parlais pas de la philosophie, je parlais des mathèmes. Eh ben, les mathèmes, c'est pas compliqué quand même. Les mathèmes de Lacan, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique. Je te remercie en tout cas. Écoute, pour ta franchement, réponse. non. Bah, si, moi-même, j'arrive à un peu y comprendre quelque chose. Donc, toi, je suis vraiment... Mais justement, c'est ce que je dis. Il y a un effet qui est que il faut être spécialiste. Écoute, j'ai travaillé longtemps. il faut être un grand J'espère que mon travail, enfin, moi, c'est un peu le sens de mon existence professorale, j'espère que mon travail sert à clarifier et à transmettre. Bon. Donc c'est vrai que je me suis donné beaucoup de mal à lire Lacan, autant que ça profite aux autres. Absolument. Voilà. Absolument. Donc ça vous évitera de perdre du temps à lire Lacan. Mais je dirais, bon, ça je suis tout à fait d'accord. Le problème, non, bien sûr. Mais Lacan est un auteur difficile, et tout le séminaire, je suis bien d'accord. Mais donc il y a quand même des efforts qui sont faits, ça et là, pour le rendre son accès plus aisé. Bon, c'est ce que j'ai essayé de faire. Ça, c'est déjà un aspect, je dirais, essentiel de mon travail. Hein. Et puis ensuite, je dirais que l'investissement théorique ne se pose pas spécialement uniquement pour les psychanalystes, hein, se pose aussi pour tout à chacun. Enfin, on peut penser qu'une formation, Freud disait que pour les psys, alors tu as bien fait de parler des disciplines nécessaires à la formation des psychanalystes. Et Freud leur recommandait de lire de la littérature, de lire de l'histoire. Absolument, absolument. Hein. Bon, de lire un peu de philosophie, lui il était contre, mais Lacan nous oblige un petit peu à lire de la philosophie. Est-ce que je peux vous lire un passage de Lacan? Oui, vas-y. Je vous prie de remarquer à ce propos que tout ce qui fait le poids, le retentissement, l'accent du discours métaphysique repose toujours sur quelque ambiguïté. Autrement dit, si tous les termes dont vous vous servez quand vous faites de la métaphysique étaient strictement définis, n'avaient chacun qu'une signification univoque, si le vocabulaire de la philosophie triomphait, but éternel des professeurs, vous n'auriez plus à faire de métaphysique du tout, car vous n'auriez plus rien à dire, vous vous apercevriez alors que les mathématiques, c'est beaucoup mieux. Donc ça veut dire que quand même, l'utilisation des mathèmes, c'est aussi, si j'ose dire, dans un but de, comment dirais-je, de clarification qu'il va créer ces mathèmes. Ce n'est pas dans un but... Il n'y a pas d'idéal derrière, je ne pense pas. Ce qu'on peut dire en faveur des questions de Raphaël, qui sont quand même très très pertinentes, c'est qu'on doit toujours faire attention aux dérives métaphysiques possibles, parce que comme Lacan lui-même le rappelle, hein, c'est la tentation de la métaphysique. Là, on revient à des thèmes plutôt kantiens même, hein, dire qu'au fond, dans n'importe quelle discipline, on peut très bien substantiver l'impossible, en faire quelque chose qui serait de l'ordre d'une métaphysique de l'impossible. Ça peut arriver, quand on voit d'ailleurs la façon dont les lacaniens parlent de Lacan, parfois ça peut devenir un jargon, et souvent ça le devient. Et aussi, le symbolique, là je suis très sensible à ce que tu dis, hein, par contre, en revanche, hein, ne doit pas occulter les usages du langage, les jeux de langage, comme dirait Wittgenstein, et on n'a pas à universaliser faussement le symbolique, il y a des symboliques, hein, mais comme Lacan disait, il y a une infinité de noms du père, je dirais. Tu vois. Ah oui, c'est important. Voilà, c'est important. C'est pas la famille du 19e, ce lacanisme de droite, on va dire, parce que là on va faire de la politique, hein, ce lacanisme de droite, effectivement, commet une faute logique. Là je reviens à ça, c'est que les conditions du sens, les noms du père qui sont en infinité, qui permettent donc de lire l'expérience, de retrouver du sens structurant dans la vie libidinale, dans des contextes qui sont donc potentiellement indéfinis, en nombre indéfini. Donc on n'a pas à privilégier la famille patriarcale théoriquement, ça n'a pas de sens. Alors qu'elle se soit imposée, qu'elle soit destituée, bon, c'est manifestement le sens de l'histoire, hein, que d'assouplir et de changer ces choses-là. Mais la grammaire n'est pas l'histoire et la réalité historique, quoi. Je ne sais pas si j'ai été convaincant. Je te remercie beaucoup pour ta réponse. Super meilleur. Merci à vous. Merci.